Frédéric Souillot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière et je suis ravi de vous accueillir. D'autant que vous m'avez offert une très belle écharpe rouge qui est au sigle de Force Ouvrière. Voilà, c'est très bien. Et ben, je l'arbore pour vous interviewer. Le rouge dépasse tous les clivages dans notre pays et c'est très bien. Quel sens donnez-vous actuellement aux casserolades qui attendent le président et les ministres en déplacement? C'est de l'humour, du charivari, du baroud d'honneur? Alors, c'est pas du baroud d'honneur, c'est plutôt du charivari. Sur l'humour, alors on peut reprendre ce que disent les préfets. Les dispositifs sonores, portatifs, ça ce serait plutôt de l'humour. Maintenant, les préfets ont un peu moins d'humour que ce qu'on pensait. Les citoyens, et tous les sondages le montrent, sont contre cette réforme des retraites et ce passage en force. Donc, ils vont continuer. Alors, quand j'entends certains ministres comme Gabriel Attal qui dit que c'est pas la France qui travaille... Oui. Ceux qui ont le temps d'être de 14h à 18h à taper sur des casseroles, dit-il, c'est pas vraiment la France qui travaille. C'est un peu vrai? Non, c'est faux. Puisque c'est la même chose que les jours de manifestation. Les gens qui sont en manifestation ce jour-là, ou ils sont en grève, ou ils ont trouvé le moyen d'organiser leur travail, leur métier, puisqu'il y a des jours de RTT et tout cela. Donc, les gens s'organisent pour aller faire des casserolades et je ne sais quoi d'autre. Néanmoins, le fait d'aller au contact, comme le fait le président après 3 mois d'absence sur le terrain, c'est une bonne méthode, vous l'approuvez? Je pense pas que ce soit une bonne méthode. Je passe en force, 49.3, alors tout est constitutionnel, il n'y a pas de débat. Je fais vote bloqué au Sénat et tout cela. Et maintenant, je vais aller vous expliquer que on n'avait pas le choix. Si on avait le choix, c'est ce que nous expliquons, nous, depuis le début octobre. Quel sens aura le 1er mai, le grand rassemblement du 1er mai, lundi? Alors, le 1er mai sera historique. Et habituellement, c'est Force Ouvrière qui n'aime pas les défilés unitaires pour le 1er mai. Chacun chez soi, chacun marque sa force. Nous, on s'organise, on fait des meetings. Bien évidemment, c'est la fête des travailleurs, pas la fête du travail. Et donc, là, il serait historique parce qu'il ne manquera aucune organisation syndicale à la banderole et nous défilerons à Paris. Tous les numéros 1 seront là. Là encore, il va falloir penser l'après 1er mai. Vous allez vous séparer après une manifestation sans doute spectaculaire et vous vous donnez rendez-vous tout de suite après ou chacun rentre à la maison? Alors non, on va pas faire chacun rentre à la maison. On est en train de discuter. On va certainement se voir en intersyndical le soir du 1er mai et avant le 3 mai pour préparer un communiqué de presse et puis regarder la suite. Mais on avance pas à pas. D'abord le 1er mai, et puis après on se voit et on discute. La grève, on sent que c'est difficile pour les travailleurs, parce qu'il y a l'inflation. Donc ça sera peut-être pas le mode d'action retenu, de multiplier les grèves? Alors, on n'en sait rien, on va discuter entre nous. Dans tous les communiqués que nous avons faits, on a dit mobilisation, y compris par la grève. Donc, on verra bien. Il y a encore des secteurs qui nous disent qu'ils veulent se mettre en grève. Alors, sur réforme des retraites, bien évidemment, 94% des actifs dans le dernier sondage disent encore qu'ils ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ ni d'un allongement de la durée de cotisation. Mais en ce moment, il y a aussi les négociations annuelles sur les salaires. Donc, il y a plein de secteurs qui disent on va se mettre en grève jusqu'à la prochaine ENAO pour montrer aux employeurs qu'on est mobilisés contre cette réforme des retraites, mais aussi et sur l'inflation et les salaires. Le 3 mai, il y aura la décision du Conseil constitutionnel, vous l'évoquiez, par rapport au référendum d'initiative parlementaire ou partagée. Si ce RIP est engagé, est-ce que vous demanderez clairement à vos adhérents d'aller s'inscrire, d'aller signer la pétition qui doit le valider? Bien sûr. Le RIP, quand il avait été mis en place sous Nicolas Sarkozy, il avait été mis en place pour qu'il ne serve jamais. Ou vraiment dans des cas très exceptionnels, ce qui va être le cas ici. Oui, bien sûr. Donc, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel, mais bien évidemment, toute l'intersyndicale, on va aller chercher les 10% du corps électoral pour que ce référendum retourne au Parlement, que le Parlement s'en saisisse, ou que le président de la République décide de faire un référendum. Et si ce référendum est invalidé par le Conseil, il n'y aura plus de moyens juridiques pour faire reculer cette loi. Il restera l'action politique. Est-ce que déjà vous vous projetez sur les élections futures, par exemple 2027, en disant on va aller voir les partis, on va aller voir les présidentiables, ça sera au cœur du débat? Alors, nous avons déjà...
à chaque élection présidentielle, à Force ouvrière, on envoie nos revendications et ce que nous pensons de la vie du travail aux candidats à l'élection présidentielle. Et puis après, ils nous reçoivent ou ils nous reçoivent pas. Mais tout le monde a notre feuille de route, nos revendications sur comment on a notre vision du travail. Avant l'élection de 2027, il y a le 8 juin, avec ce projet de loi déposé par Liot. Ce sera aussi un sujet à regarder. Et nous avons projet rencontré... de loi pour abroger la loi actuelle, oui. Oui. Il y a tous les parlementaires, on leur a écrit. C'est peut-être aussi pour cela que l'exécutif n'a pas tenté de passer au vote au Parlement parce qu'il n'y aurait pas eu de majorité. Les parlementaires que nous avons tous rencontrés dans les départements, à leur permanence et tout cela, et je ne parle pas de dégradation des permanences, la colère est légitime, les violences non. Donc, nous avaient tous dit, y compris chez Renaissance, que certains n'iraient pas pour voter cette loi. Et c'est comme ça que l'exécutif a décidé 49-3 plutôt que de passer au vote au Parlement. Alors vous le disiez, il n'y a pas que les retraites, il y a les salaires, il y a l'inflation, il y a les conditions de travail, la pénibilité. Retourner autour de la table avec des ministres, avec peut-être le président de la République, c'est pour quand ? C'est pas pour tout de suite. L'apaisement, 100 jours n'y suffiront pas. C'est ce que nous avons écrit dans une déclaration de notre commission exécutive confédérale. On laisse passer l'été, les vacances ? Je ne sais pas ce qu'on laisse passer, mais il va falloir qu'avant qu'on nous reçoive, on ait des garanties. On ait des garanties sur tout un tas de sujets. Que le président de la République dise réforme des retraites, mais vous voyez, l'AGIRC et l'ARCO, la retraite complémentaire, que l'exécutif voulait basculer à l'URSSAF pour la collecte. C'était dans la loi, c'était retiré. Mais le Conseil constitutionnel a invalidé. Et ça va faire partie des engagements où l'exécutif devra nous dire, non, on va prendre un décret ou on refera une loi. Mais ça, la retraite complémentaire des salariés du privé ne doit pas être basculée à la sécurité sociale. Il vous faut donc une liste de choses sur lesquelles le gouvernement s'engage pour commencer à discuter. Voilà. Vous ne voulez pas signer à l'aveugle ? Non. Bon. Est-ce que dans cette liste, vous mettez l'emploi des seniors ? Avec l'index qui était prévu et éventuellement les sanctions sur les entreprises. Alors, nous, notre revendication, et j'avais repris le bulletin du Sénat qui disait « Réforme des retraites, priorité, emploi des seniors ». Alors, l'index senior, c'était quand même pas la priorité du jour, ni le CDI senior, puisque le CDD senior existe dans la loi depuis 2006. Et d'ailleurs, en 2019, la Cour des comptes avait taclé l'exécutif en disant « on n'a pas de barème, on ne sait pas, est-ce que c'est pris, pas repris. Donc si c'est pour qu'on refasse des mesures qui ne sont jamais utilisées, ça ne sert à rien. L'emploi des seniors, on a le plus bas taux d'emploi de toute l'OCDE. Donc, si on l'augmente de 10 points, et on avait repris ce que disait Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste atterré, si on l'augmente de 10 points, le taux d'emploi des 55-64 ans, puisque c'est la norme OCDE, c'est 50 milliards dans les caisses en 2032. Donc, il n'y avait pas besoin de réforme, de recul de l'âge de départ pour justifier, ce que nous contestons d'ailleurs, 12 milliards de déficit potentiel. Peut-être que cette réforme des retraites pourra être annulée en cours d'exercice dans 2, 3, 4 ans, parce que les caisses auront été remplies autrement. Mais ce que nous avons dit à l'exécutif dès le départ, prenons les choses par le bon bout, c'est-à-dire l'emploi, la formation professionnelle, les reconversions, les emplois que l'on appelait plus doux pour les salariés usés au travail. Aujourd'hui, on ne fait pas de prévention, on fait de la réparation. Eh bien, ce que nous disons, et nous sommes en train de négocier un accord national interprofessionnel sur accident du travail, maladie professionnelle, pour parler de prévention. Et là, on n'a pas de problème d'argent puisque cette branche de la Sécu est excédentaire chaque année. Êtes-vous un réformiste ? On vous qualifie ainsi lors de votre élection à la tête du syndicat. Vous vous définissez encore comme un réformiste ? Mais oui. Pas un révolutionnaire, un réformiste. Mais nous sommes tous réformistes. Alors, parfois révolutionnaires dans les rêves, mais le matin au réveil, on est pragmatique. Dans les entreprises, les syndicats négocient des accords pour faire évoluer le progrès social, les conditions de travail, les salaires et le reste. Si négocier des accords et une fois qu'on a trouvé l'accord, le signer, c'est être réformiste.
c'est la pratique contractuelle et conventionnelle, c'est ce que je défends en permanence. Alors, 2 femmes à la tête de la CFDT bientôt et de la CGT déjà. Ça vous donne des idées pour votre succession? Vous vous inquiétez ou... Bon, non, je ne m'inquiète pas. Je vais être bientôt, je vais avoir mes 1 an d'élection. Donc, je vais pas être en retraite maintenant. J'ai 55 ans, donc ça va durer un peu. Mais ça veut dire aussi que ceux qui pensaient qu'il y avait une diaspora des moustachus à la tête des confédérations, se sont trompés. Vous êtes issu de la Fédération des métaux. Oui. On sait ce que c'est que la pénibilité dans ces métiers-là. L'avenir dans la métallurgie et d'autres secteurs pénibles, c'est les robots? Alors, je ne sais pas si c'est les robots. On avait déjà eu cette transformation. Et il y avait déjà moins de pénibilité, plus d'automatisation. Mais l'avenir, c'est la transformation de notre industrie, notamment industrie automobile, avec l'évolution de nos moteurs à explosion qui seront bientôt interdits. Et comment est-ce qu'on arrive à transformer cette industrie en conservant des emplois et en la faisant progresser, relocaliser, réindustrialisons. On me dit que vous avez eu aussi une période dans votre vie d'engagement militaire. Même les forces spéciales, me dit-on. C'est une légende ou c'est vrai? J'ai commencé à travailler tôt, à 16 ans. Et à l'époque, quand vous aviez 18 ans, on vous demandait si vous aviez effectué vos obligations militaires. Donc j'ai devancé l'appel et j'avais besoin de bouger un peu. Un peu d'aventure. Un peu, oui, c'est ce qu'on pense à 18 ans. Et donc, je suis breveté parachutiste et tout cela. Et vous n'avez pas de regrets? Ça a été une expérience enrichissante? Bien évidemment. Et ça change aussi votre vision de la patrie, de la France? Alors, ma vision de la République, elle est pleine et entière comme au sein de mon organisation. Dans notre organisation, on est très républicain. Que le Conseil constitutionnel invalide une partie de la loi, on n'a pas à critiquer le Conseil constitutionnel. C'est une institution républicaine et on ne critique pas la République. Pour terminer, pour vous, les médias depuis 1 an, c'est un mal nécessaire, un plaisir, une torture? Alors, c'est aucun de ces 3 adjectifs. Ça fait partie de mon mandat de secrétaire général, mais ça me va bien, surtout quand dans les médias on porte des écharpes rouges de Force ouvrière. D'ailleurs, je vous l'avais dit, on s'était croisés dans des coulisses, et voilà. Je vous l'avais promis, et voilà. Les syndicats tiennent leurs promesses, c'est pas toujours le cas des gouvernements. Merci. Frédéric Souillot, on souhaite un bon 1er mai lundi à Force ouvrière et à vos militants, et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.